Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Zoé Genot. Bonjour. Bonjour. Chef de groupe écolo au Parlement bruxellois. Tout d'abord, question d'actualité. Vous êtes rentré hier au Parlement bruxellois et le ministre-président en avait profité pour lancer une espèce de bombe dans la presse avant ça en disant il faut simplifier, il faut réduire le nombre d'élus à Bruxelles. Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord ? Donc réduire le nombre d'élus, avancer vers des listes bilingues, on le fait déjà, donc on le soutient. Mais on a surtout l'impression qu'il a lancé une petite bombe dans la presse pour détourner l'attention des véritables dossiers qui occupent les Bruxellois. C'est-à-dire la mobilité à Bruxelles, avoir suffisamment de logements, avoir suffisamment de places dans les écoles, trouver un emploi. Ce sont ses responsabilités. Et là, il nous a dit lui-même, oh écoutez, moi j'ai juste fait du blabla, j'en ai pas discuté avec mes collègues du gouvernement, j'en ai pas discuté avec les collègues de parti, je sais bien que ça nécessite une grande réforme avec les Flamands, etc. pour pouvoir discuter de ça. Mais voilà, c'est ma petite idée. Mais nous, ce qu'on dit, là maintenant, on n'a plus envie de discuter des petites idées du gouvernement, de M. Vervoort, on a envie de discuter des vrais dossiers. Et on a l'impression que s'il a fait ça, c'est surtout pour cacher des décisions qu'ils ont prises en juillet, discrètement, de créer... On n'est plus du tout dans la réduction ou la simplification. On est dans, je crée 3 nouvelles agences pour s'occuper d'une série de départements. Je crée 3 nouvelles directions générales. Alors, on a plutôt l'impression que c'est le retour du vieux PS à l'ancienne qui va installer une série de directeurs, de commissaires de gouvernement et autres. Tout ça dans la discrétion la plus absolue. Et que le discours qu'il a fait, c'était surtout pour cacher ces décisions qui ont été effectivement prises. Est-ce que ça vous a frappé que ce discours, cette sortie, ne s'est pas fait au Parlement, qu'il n'y a pas eu de discours de rentrée finalement lors du premier jour du Parlement? Mais oui, donc on a obtenu il y a 2 ans que le Parlement rentre en septembre et plus mi-octobre, mais on n'a toujours pas obtenu qu'il y ait une véritable rentrée politique au Parlement. Et pourtant c'est faisable parce qu'on dit mais le gouvernement n'est pas encore prêt. Si le gouvernement flamand est capable de venir en septembre devant le Parlement pour exposer ses projets, je ne vois pas pourquoi le gouvernement bruxellois n'est pas capable de le faire. Surtout qu'on sait très bien qu'ils ont déjà une épure budgétaire puisqu'ils ont dû la transmettre à l'Europe cette semaine. Petite question en passant, est-ce que vous êtes favorable au lundi sans voiture ou alors est-ce qu'il faut davantage de dimanche sans voiture dans Bruxelles? Mais je pense surtout c'est qu'il faut faire évoluer les mentalités et la mobilité. Donc si, via ces expériences, ça permet à toute une série de gens d'expérimenter des nouvelles pratiques, c'est intéressant. Et pour ça, ce serait une bonne chose que ce soit aussi en semaine et que ça se fasse de manière détendue. Mais pour l'instant, le dimanche en voiture, je pense que c'est moins l'occasion d'exercer une nouvelle mobilité que d'avoir une période de calme. Moi, quand je suis sortie dans la rue et que j'entendais les petits oiseaux, eh bien, je pense que ça fait énormément de bien au moral. Quand on voit tous ces enfants qu'enfin on peut lâcher sans leur dire « fais attention », etc., ça fait énormément de bien. Il faut quand même faire attention au vélo. Hein. Tout à fait. Mais dans nos petites rues, ça allait, franchement. Ouais. C'était les enfants qui étaient dangereux à vélo. C'est ça, oui. Alors, évidemment, aujourd'hui, la grosse info à Bruxelles, c'est cette grosse manifestation contre les traités transatlantiques, à la fois TTIP et CETA, avec les États-Unis et avec le Canada. Alors, il y avait 2 très grosses critiques qui existaient contre ces traités. C'était l'arbitrage privé et les normes. On risquait de tomber sous les normes américaines qui sont souvent beaucoup plus légères que les normes européennes. Est-ce que cet aspect-là des choses, pour vous, est en bonne voie ? Mais donc pour nous, clairement, on a fait des petits changements, mais c'est cosmétique, ça n'a rien changé fondamentalement. Qu'est-ce que c'est que ces textes? C'est les grandes multinationales qui disent, des fois pour nous c'est un peu compliqué parce que, par exemple, on peut vendre du bœuf aux hormones aux États-Unis et on ne peut pas vendre le même bœuf aux hormones en Europe. On peut vendre du poulet à la javel aux États-Unis, on ne peut pas vendre du poulet à la javel en Europe. Et on voudrait donc que nous, on puisse dire, aller devant un tribunal privé, donc c'est des juges... des juges entrepreneurs qui statueraient l'État belge contre les États-Unis et dire écoutez, là, vos normes nous empêchent de faire du profit, c'est problématique, c'est contraire à l'accord, il faut que vous modifiez vos normes. Pour nous, ça, c'est totalement inacceptable. D'abord, c'est aux citoyens de désigner leurs élus politiques et c'est aux élus politiques de faire les normes. Ensuite, on a des tribunaux qui fonctionnent très bien, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et donc, si des entreprises s'estiment lésées, eh bien, c'est normal, on est dans un état de droit, elles peuvent aller devant les tribunaux. Est-ce que vous êtes d'accord de dire qu'on a besoin d'un traité de libre-échange avec les États-Unis et avec le Canada, ou bien on n'en a pas besoin? Mais on a déjà des traités économiques avec les États-Unis et avec le Canada. Et donc, peut-être que dans certains domaines, on peut aller un peu plus loin. Mais d'abord, ça doit se faire dans la transparence. Si on n'a rien à cacher, eh bien, mettons les textes sur la table. Deuxièmement, ça doit se faire dans les règles
règles actuelles, c'est-à-dire ce ne sont pas les multinationales qui décident, mais ce sont les États, parce que les États sont garants de l'intérêt des citoyens. Et on le voit à l'heure actuelle, les petites entreprises, donc par exemple l'Union des classes moyennes qui représente les indépendants et les petites entreprises, ils ont dit nous sommes très inquiets, parce que nous savons que dans ce type de système, eh bien, nous allons être broyés par les grandes entreprises. Et donc nous sommes contre ces accords. Alors, est-ce qu'on peut faire confiance à l'Union européenne quand elle représente finalement les pays et qu'elle négocie ? Est-ce qu'elle a bien négocié ou pour vous, elle a négocié sans transparence et donc mal ? Moi, j'ai l'impression que l'Union européenne, dans ce type de dossier, est un peu sous influence. Qui sont les experts qui sont autour d'eux? C'est toute une série de multinationales qui viennent les voir en leur disant « Écoutez, là, sur tel marché, j'arrive pas à pénétrer le marché des États-Unis, donc vous devez essayer de négocier ceci ou de négocier cela. » Et qu'elles ne réfléchissent pas assez aux intérêts, par exemple, des personnes âgées qui sont dans les maisons de repos et qui n'ont pas du tout envie d'être dans des usines, maisons de repos, aux mutuelles qui sont actives en matière de santé et qui n'ont pas du tout envie de voir démanteler toute une série de services sociaux qu'elles ont pu mettre au point. Et donc, en santé, en environnement, en matière sociale, en matière de transparence, en matière de démocratie, ces accords vont trop loin. Donc c'est pour ça qu'il y aura plein de gens dans la rue aujourd'hui pour dire non. Mais le gouvernement fédéral et d'autres gouvernements en Europe disent oui, mais création d'emplois, ça va permettre aussi de créer des emplois pour des entreprises européennes localisées en Europe et de l'emploi pour les Européens. Est-ce que vous dites non à tout cela? Mais ce qu'on dit surtout, c'est que ces études sont terriblement fragiles et reposent sur du sable. Aux États-Unis, ils font les études exactement contraires en disant bon, ça va détruire des emplois en Europe et ça va créer des emplois aux États-Unis. Et de la même manière, les gens là-bas disent attention, on veut garder le contrôle démocratique sur ce qui se passe et donc on n'est pas prêt à accepter cet accord. Quand je vois qu'en Allemagne, il y a 320 000 Allemands qui ont marché ce week-end contre ces accords, c'est parce qu'ils estiment qu'on avance avec de vagues promesses d'emploi qui reposent à l'heure actuelle sur du sable. Le Parti socialiste allemand est pourtant favorable à ces accords-là. Parce qu'on le sait, il y a une série de secteurs chimiques et automobiles allemands qui pensent que ça peut leur être favorable. Et toute une série d'autres secteurs, les secteurs agricoles, les secteurs santé et autres allemands, eux sont par contre très inquiets. Mais ce type de traité avec les États-Unis, avec le Canada, on va aussi devoir à un moment donné avoir un traité avec la Grande-Bretagne à cause du Brexit. Donc on va toujours se retrouver face à un autre pays avec qui on a envie de faire des affaires et où on n'aura pas nécessairement les mêmes normes. Mais oui, et ça a toujours existé. On a déjà des accords avec toute une série de pays mondiaux. Et quand, dans notre intérêt et dans leur intérêt, on peut se mettre d'accord sur une nouvelle norme, eh bien on avance. Mais par contre, ces grands packages opaques, où c'est vraiment du donnant-donnant, sous influence des plus grosses entreprises, là, ça pose un problème. Et donc vous demandez au gouvernement Michel de revoir sa position et de ne pas, comme ça, embrasser la position de l'Union européenne et de la Commission sans réflexion? Mais je demande au gouvernement Michel de Wever, qui dit qu'il est toujours très attentif aux PME, aux petits entrepreneurs et autres, d'aussi les écouter, puisqu'ils ne veulent pas être attentifs au sort des travailleurs et des citoyens. Alors, faisons un petit retour vers le passé. Il y a 6 mois, c'était les attentats à Bruxelles. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu qui a changé à Bruxelles? Mais je pense que ce qui a changé, mais ça avait déjà, je pense, changé en partie après les attentats de Paris, que ce soit Charlie Hebdo, l'Hypercacher ou le Bataclan, il y avait déjà toute une part d'insouciance qui avait disparu. On n'était plus à se dire, ce genre de choses n'arrive pas chez nous. Non, maintenant, ce genre de choses arrive chez nous. Et quand ça touche notre métro, le métro qu'on prend tous les jours, fatalement, c'est encore plus accru. Et donc, qu'est-ce qui a changé? Je pense que quand on descend dans le métro, quand on est dans la rue, eh bien, on est plus attentif à ce qui se passe autour de nous. On n'a pas la même... Oui, moi, je pense que je suis plus attentif. Dès qu'il y a le moindre sac qui traîne, je regarde directement s'il y a quelqu'un, etc. Dès qu'il y a un mouvement de foule, on essaye de repérer ce qui se passe, et particulièrement quand on est avec des enfants dans les transports en commun, c'est sûr, on est beaucoup plus effrayés. Ce qui est dommage aussi, c'est je pense que ça a fracturé notre société. Cette peur, c'est aussi une peur de l'autre qui est différent. Quand j'ai des amis qui me disent « j'étais dans le métro, j'avais mon foulard et je me suis fait cracher dessus alors que mon fils était à côté de moi », je pense que le pire pour elle, c'était que son fils ait assisté à la scène. Mais là, moi, je suis très inquiète. Parce que comment est-ce qu'il va grandir, cet enfant, après avoir vu ça? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Et je pense que c'est, du coup, enfin pour moi, en tout cas, dans mes engagements, encore plus après les attentats qu'avant, je pense vraiment que c'est
ultra important de resserrer les liens, resserrer la connaissance mutuelle pour ne pas laisser ces graines de haine, aussi bien chez les extrémistes religieux que chez les extrémistes de droite, s'installer. Alors, hier, je recevais ici Daniel Baclen, qui fut votre collègue à la Chambre pendant pas mal d'années. Et il y a 5 ans, il était l'initiateur de la loi qui interdit la burqa. Et il y a 5 ans, vous vous êtes abstenu, vous n'étiez pas favorable au texte. Aujourd'hui, comment vous feriez? Est-ce que vous voteriez ce texte? Mais à l'époque, Amnesty International avait tiré la sirène d'alarme en disant « Attention, on va mettre des femmes en prison pour leur opinion religieuse. Ce n'est pas un bon signe. » On ne les a pas mises en prison. Dans la loi, il est prévu des peines de prison. Et donc, ce n'est pas un bon signal. Cette loi est mal faite. Et il y avait eu toute une série d'études où on avait été discuter avec ces femmes qui étaient majoritairement en fait des Belges convertis et qui étaient donc dans une vision assez extrémiste de la façon dont elles vivent leur religion. Et moi, je ne suis pas sûre que ce soit avec des lois d'interdiction qu'on peut faire avancer les mentalités de femmes comme ça qui étaient un peu prises dans des courants très clairement sectaires. Donc la loi n'a rien arrangé pour vous. Je pense surtout, c'est que j'habite à Saint-Josse, je me balade régulièrement à Molenbeek ou autre. Ça concernait une poignée de femmes. On avait déjà une série de règlements dans les communes qui disaient on ne peut pas être masqué parce que on ne peut pas aller braquer une banque en étant masqué. Et donc j'ai l'impression qu'on a voté cette loi pour faire on est les plus grands, on est les plus forts, on lutte contre l'extrémisme, alors que dans les faits, les bourgmestres avaient déjà des outils, etc. Donc vous dites qu'on n'avait pas besoin de cette loi. Exciter les choses que vraiment calmer les esprits. Donc on n'avait pas besoin de cette loi et on n'en a toujours pas besoin aujourd'hui. Votre avis n'a pas changé en la matière. Mon avis n'a pas changé là-dessus. Alors cet été, l'affaire Attard a refait surface. Rappelons que vous, comme d'autres députés et associations, vous avez défendu ce belgo-marocain qui était détenu en Irak et il était détenu dans de mauvaises conditions sanitaires. Et aujourd'hui, cette personne s'avère être dans la nébuleuse terroriste. Alors, est-ce qu'il y a un regret de votre part, un mea culpa par rapport au fait de l'avoir défendu? Surtout, c'est clair que quand on se dit ce monsieur pour lequel on s'est dépensé est revenu à quelque part polluer toute une série de jeunes autour de lui, etc., c'est assez inacceptable. Par contre, quand je me replace en 2010, quand Amnesty est venu nous voir en disant « Écoutez, on a des contacts avec la Croix-Rouge en Irak, il y a un jeune Belge qui est en train qui a déjà perdu 25 kilos, qui est manifestement mal soigné, qui a un problème de santé, d'accès aux médicaments. Le ministère des Affaires étrangères n'a pas l'air de faire grand-chose, il faut les secouer. » J'ai bougé, parce que pour moi, que quelqu'un soit belgo-marocain, belge ou autre, un État a le devoir d'être aux côtés de ses ressortissants et donc, dans ce cas-là, de s'assurer que tant qu'il est en prison, il reçoit accès aux soins. J'ai appris par la suite qu'en 2012, le ministre Renders avait obtenu sa libération, mais soit les États-Unis étaient informés que ce monsieur était dangereux et n'a pas transmis les infos à la Belgique, soit M. Renders a eu ces infos et n'en a rien fait. Très clairement, on a un problème de suivi. Merci Zoé Genot. Demain, on se retrouve pour une autre interview. Bonne journée, bonne soirée à tous.